Bonjour, je suis Christian Henriot, je suis historien de la Chine moderne et contemporaine et je suis le fondateur de l'Institut d'Asie orientale à Lyon en 1993. Dans cette seconde vidéo, je me propose d'évoquer des conditions de la création et du développement initial de l'IAO. Je n'avais pas songé à réaliser cet exercice, à dire vrai. C'est parce que on m'a contacté pour participer à des interviews d'anciens de l'IAO, mais cette participation ne s'est pas manifestée, ne s'est pas matérialisée. J'ai donc décidé de raconter moi-même cette histoire qui s'appuie sur mes souvenirs, sur ma mémoire, et qui s'appuie aussi sur la documentation, les archives que j'ai conservées, que j'ai accumulées tout au long de ma carrière. C'est une déformation du métier d'historien, on fait très attention à la documentation. La création de l'Institut, c'est une initiative du CNRS. Et cette initiative s'inscrivait dans une double logique. La première est celle de la déconcentration des services de l'État. C'était une décision du gouvernement de déconcentrer une partie de ces services pour les installer en région. C'est dans ce cadre, par exemple, que l'École normale supérieure, dans son versant scientifique, est arrivée à Lyon en 1990. Le CNRS, en tant qu'organisme de recherche publique, avait cette même obligation de trouver des choses pour déconcentrer lui-même ses services en région. Donc c'est cette première logique-là qui a prévalu, et elle est importante parce que elle répondait à un souci de meilleur équilibre de la recherche dans le pays. Elle est importante parce que les services du Premier ministre qui conduisaient, qui pilotaient cette action, mettaient aussi à disposition des crédits, des financements exceptionnels pour accompagner le mouvement des entités, des services qui se déplaçaient en province. Et ça a été évidemment un élément important pour la création de l'IAO, parce que l'IAO a bénéficié au moment de sa création de financements qui n'auraient jamais pu être obtenus si l'on avait suivi une démarche normale, régulière, de demande de création d'unités mixtes de recherche au CNRS. Donc ce premier élément est important à prendre en compte. La deuxième logique, elle était à la fois scientifique et institutionnelle. Le choix qui était fait était de créer un institut en région qui porte sur l'Asie contemporaine et qui s'appuie sur les sciences sociales. Pourquoi ce choix ? Il y avait plusieurs raisons. La première, c'était de renforcer le dispositif de recherche sur l'Asie contemporaine. Il existait déjà à Paris un centre sur la Chine, à l'EHESS, un centre sur le Japon, à l'EHESS lui aussi. Il y avait déjà aussi des travaux, un centre sur la Corée, mais en région, il n'y avait rien. Il s'agissait aussi de sortir la recherche sur l'Asie de la dominante orientaliste qui caractérisait pour l'essentiel la recherche française dans ce domaine. Et de contribuer en quelque sorte à faire ce qui s'était produit aux États-Unis 30 ans auparavant, c'est-à-dire une disparition de fait de l'orientalisme, des études orientalistes, au profit d'études sur la Chine, le Japon, la Corée, dans les départements disciplinaires des universités. Cette révolution intellectuelle, qui a fait l'objet d'un débat, ne s'était jamais produite en France. Il y avait donc une détermination, en quelque sorte, de dire, voilà, on va essayer de porter ce mouvement-là en créant un centre en région, et avec l'idée que la création de ce centre pouvait aussi faire tache d'huile pour que dans l'université, c'est là où il y avait les étudiants et le plus grand nombre de gens à former, pour que les universités françaises intègrent les études asiatiques dans leur département de sciences sociales. C'était en quelque sorte les prémices, les bases de la discussion que j'ai eue en 1991 avec Catherine Paradès, sociologue que j'avais connue à Lyon 2,
et qui était alors directrice scientifique adjointe au département SHS dans l'équipe d'Alain Diribarne, et qui m'avait proposé de commencer à réfléchir, de savoir si on pouvait envisager quelque chose de cette nature. Cette réflexion préliminaire, elle a mené à une lettre de mission du 17 mars 1992 que j'ai reçue d'Alain Diribarne, directeur du département SHS, qui me confiait à la fois une mission d'enquête et une mission d'élaboration de projet. La mission d'enquête, elle a consisté à aller voir en France, en région, où il y avait de la documentation, où il y avait des chercheurs, où il y avait des enseignements de langue orientale, et de trouver le meilleur endroit pour créer l'institut qui était envisagé. Je suis allé à Nice, je suis allé à Aix-en-Provence, je suis allé bien sûr à Lyon où j'étais installé, et j'y ai trouvé des possibilités dans chacun de ces endroits. Mais fondamentalement, à l'issue de ce travail de mission, j'ai proposé à Alain Diribarne, c'était un courrier, un rapport du 13 juillet 1992, de créer non pas un institut, mais deux. Ça ne paraissait pas raisonnable, dans un seul endroit, de vouloir créer une sorte de gros institut, alors même qu'il n'y avait pas nécessairement toutes les conditions pour le faire. Ma proposition était de faire à Aix-en-Provence un institut plutôt sur l'Asie du Sud-Est. La raison principale, c'était la présence à Aix des archives d'outre-mer. En revanche, il y avait sans doute un certain nombre de problèmes, comme le fait qu'il n'y avait pas d'enseignement de langue. En revanche, on pouvait aussi rapatrier à Aix la bibliothèque du Cédrassémy, un institut sur l'Asie du Sud-Est qui avait été déménagé des années auparavant de Paris vers Nice. Donc une proposition d'institut sur l'Asie du Sud-Est à Aix-en-Provence, c'est d'ailleurs devenu l'IRASIA, auquel j'appartiens aujourd'hui. Le choix de la Chine, du Japon et de la Corée pour ce projet d'institut à Lyon s'est imposé de façon naturelle en quelque sorte pour deux raisons. La première était celle des chercheurs présents à Lyon et la seconde bien sûr de la documentation. Au niveau des personnes, il y avait à Lyon déjà le groupe de recherche sur la Chine contemporaine que j'ai évoqué dans la vidéo précédente, avec notamment comme pilier à côté de moi Chelou, devenu maître de conférence et spécialiste de sociologie et de démographie. À Lyon 3, je n'avais pas trouvé beaucoup d'autres appuis. En revanche, à Lyon 2, j'ai rencontré deux personnes clés, je crois. Philippe Pelletier, géographe, maître de conférence et spécialiste du Japon, qui a d'emblée été très intéressé et même enthousiasmé par le projet et qui est d'ailleurs devenu le porteur d'un des axes principaux de recherche de l'Institut. La deuxième personne était Yveline Leclerc, spécialiste du Japon, économiste, ingénieur d'études ou de recherche, je ne sais plus exactement, mais ingénieur au sein du laboratoire d'économie des transports, et qui menait en quelque sorte une vie de chercheur parallèle, sans en avoir véritablement la reconnaissance. Et fort heureusement, à la faveur de la création de l'Institut, l'année d'après, elle a été élue maître de conférence en économie à Lyon 2. Et il y avait une troisième personne très importante pour la Corée, Lee Jin-myung, un historien spécialiste d'histoire économique qui avait travaillé bien sûr sur la Corée. Et voilà, on avait là un certain nombre de personnes référentes sur lesquelles je pouvais m'appuyer. Au-delà de ce cercle de véritables spécialistes, nous avions aussi un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui avaient travaillé ou sur la Chine, comme Jean-Pierre Roussel en géographie, ou sur le Japon en démographie, comme Jacques Magot, mais qui n'avaient pas acquis la connaissance des langues pour pouvoir travailler sur les sources, mais qui néanmoins apportaient en quelque sorte cette dimension interdisciplinaire que l'on voulait voir inscrite
dans l'Institut et qui apportaient surtout une expertise dans leur domaine respectif de sciences sociales. Et c'est, je crois, ce qui était la chose la plus importante au départ. Enfin, comme la direction du département SHS me l'avait suggéré, j'ai cherché aussi à attirer des chercheurs déjà en place dans d'autres unités, mais pas nécessairement dans des unités spécialisées sur l'Asie, pour nous rejoindre. Et j'ai eu la chance de rencontrer Kulumi Sugita, qui travaillait d'ailleurs avec Jacques Magot, un des enseignants-chercheurs qui nous avait rejoints. Et elle a accepté de nous rejoindre dès le début, et elle a été de fait la toute première chercheuse CNRS affectée à l'IAO. Au niveau de la documentation, il y avait plusieurs éléments favorables. Il y avait bien sûr la documentation constituée par le groupe de recherche sur la Chine contemporaine, dans cette petite pièce de la Maison Rhône-Alpes des sciences de l'homme, mais il y avait aussi le fonds chinois de la Bibliothèque municipale de Lyon. C'était en fait le fonds de l'ancien institut franco-chinois qui existait entre 1921 et 1947, qui avait été déposé par des soins de Daniel Lee à la bibliothèque municipale et qui était un très bon complément au regard de la documentation sur la Chine contemporaine que nous avions commencé à constituer à partir de 1986. Et puis il y avait enfin la perspective, mais qui était déjà actée à l'époque, du transfert de la bibliothèque des Jésuites, je crois de Sèvres, à Lyon, pour déposer les collections dans la bibliothèque municipale de Lyon, là encore. Donc il y avait évidemment au moins un très bon ancrage documentaire sur la Chine. Il restait à faire beaucoup sur le Japon et la Corée, mais c'était précisément le rôle des crédits importants qui devaient nous être donnés de constituer un noyau documentaire de référence. Il restait à résoudre un problème non négligeable qui était celui des locaux. L'université n'en disposait pas, la Maison Rhône-Alpes des sciences de l'homme était pleine, et dans la lettre de mission, on me demandait effectivement d'explorer les possibilités de trouver des locaux, si possible gratuits, à Lyon pour établir cet institut. Je souhaitais qu'il soit aussi proche que possible, bien sûr, de l'université, des locaux centraux de l'université. Et je suis allé voir à ce moment-là l'adjoint au maire, Jean-Michel Dubernard, en charge de l'enseignement supérieur, avec qui on a exploré un peu les différentes possibilités. Et au final, il a proposé que l'on occupe 2 étages qui étaient vides, dans le centre Berthelot, là où se trouvait la Maison Rhône-Alpes des sciences de l'homme, de l'autre côté de la cour, et c'était des conditions idéales. Grâce au crédit reçu, nous avons pu aménager une bibliothèque. Cela représentait des travaux considérables, puisqu'il fallait répondre à des normes de sécurité pour pouvoir installer ce que l'on appelait des compactus. Et sur le plancher de cet étage, une équipe est venue pour installer tous les mètres d'énormes poutres métalliques qui sont venues renforcer donc tout l'édifice de part et d'autre du couloir. Mais avec cette installation, sur une surface relativement limitée, grâce à ces rayons compactus, nous avons pu vraiment engranger une quantité considérable de documents. Et puis un étage entier de bureaux qui nous a permis d'avoir pour chacun des membres de l'Institut un bureau individuel. On avait donc avec cet étage de locaux et cet étage de bibliothèque des conditions optimales nous permettant d'accueillir notamment non seulement tous les chercheurs et les enseignants-chercheurs, mais aussi les doctorants. Et au fond, nous avions des conditions optimales, beaucoup plus optimales que les conditions dans lesquelles, malheureusement, nos collègues parisiens, dans le domaine des études asiatiques, travaillaient. Et avec l'ensemble des personnes que j'ai nommées tout à l'heure, mais avec d'autres aussi qui ont participé, nous avons élaboré le programme scientifique, le projet scientifique de cet Institut d'Asie orientale, qui a été présenté au CNRS pour évaluation par le comité national. Et c'est là où je crois qu'il
qu'on vient de raconter cette histoire très particulière de la création d'un institut qui, d'emblée, a rencontré une hostilité très forte dans le milieu orientaliste français et, pour le dire plus précisément, le milieu orientaliste parisien. Cela tenait à un double contexte, là encore. Il y avait le contexte de la réforme du Comité national. Le Comité national avait été réformé pour être réduit à 10 sections, organisées sur des bases en quelque sorte disciplinaires, histoire, droit et sociologie, géographie, etc. Et dans la réforme qui avait été menée au tout début des années 90, la section 44, la section des orientalistes, avait disparu. Elle avait été supprimée. C'est dans ce contexte que le projet de création de l'Institut des orientales est arrivé. Et il a été très certainement perçu, du fait de son inscription dans la recherche sur l'Asie contemporaine, dans l'inscription dans des sciences sociales, comme une sorte de machine de guerre contre l'orientalisme. Ce qu'il n'était pas du tout, ni dans mon esprit, ni dans l'esprit de ceux nous avions conçu un projet dans le sens de ce qui nous avait été suggéré et de ce qui allait dans le sens de nos propres priorités scientifiques. Il y avait donc ce premier contexte de fort mécontentement, on pourrait même dire de révolte des orientalistes français, à tel point que la direction du département SHS avait créé un comité des orientalistes, dont je faisais partie, qui m'a permis de suivre les débats. J'avoue qu'à l'époque, j'avais 37 ans, c'est-à-dire que j'avais en gros 20 ans de moins que la moyenne d'âge des membres de ce comité. Donc j'étais vraiment le genou qui n'allait pas faire le poids face à ces éminents scientifiques. Je dis ça sans sarcasme, c'était d'éminents scientifiques, simplement ils avaient une vision sans doute trop étroite de la recherche. Le second élément d'hostilité était la section 33. Cela n'avait rien à voir avec notre projet, ni avec moi, c'était un conflit entre la section et la direction du département SHS, mais les deux sources d'hostilité se sont réunies puisque les orientalistes, à défaut de pouvoir avoir leur section qui avait été dissoute, ont fait en sorte de se retrouver en nombre suffisant élus au sein de la section 33. Après la remise du rapport à Nadir Ibarn en juillet 1992, nous nous sommes mis au travail pour rédiger un projet scientifique qui devait être présenté dans l'été sans doute, je ne me souviens plus, mais pour être évalué à l'automne par le comité national du CNRS. Et c'est là où les difficultés ont en quelque sorte commencé, non pas parce que nous avions un mauvais projet, c'était cette hostilité de principe qui a conduit notamment le comité des orientalismes d'envoyer une mission d'inspection de 4 personnes pour examiner, rencontrer des collaborateurs, mais uniquement ceux qu'ils pensaient devoir rencontrer, et au fond mener en parallèle, en dehors de toute structure formelle d'évaluation, une forme de préévaluation du projet sur la base de ce qui n'était que des rencontres très ponctuelles et très partiales, avec, une fois encore, un tout petit nombre de personnes au regard de celles qui s'étaient engagées dans le projet d'Institut d'Asie orientale. Des personnalités scientifiques de poids, 2 professeurs du Collège de France, Pierre-Étienne Ville, spécialiste de la Chine, des Ming et des Qing, Gérard Fussman, spécialiste de l'Inde, un directeur de recherche au CNRS, Christian Robin, spécialiste de l'Éthiopie antique,
et qui était notamment, si on peut dire, une sorte de croisée de l'orientalisme que j'ai retrouvé un peu plus tard à la présidence de la section 33. Le président de Lyon 3 de cette époque, Pierre Viane, qui avait rencontré les 4 missionnaires, s'était étonné de la venue de ce qu'il avait qualifié de carteron d'Hurluberlu. C'est dire le peu de succès que cette mission avait rencontré auprès des instances locales. Ce qui était étonnant, c'est qu'il n'avait pas pris la peine de rencontrer l'autre président impliqué dans le projet, le président de l'université Lyon 2, Éric Froment, et son vice-président de la recherche, Jean-Marie Lambert, qui aurait pu aussi leur expliquer tout le bien qu'il pensait du projet que nous portions. Ça augurait très très mal de la suite, et effectivement, lorsqu'il s'est agi de présenter le projet devant le comité national, nous l'avons présenté devant les sections 36, donc sociologie et droit, et la section 39, géographie. Parce que c'était logique, il y avait tout un axe géographie dans le projet scientifique avec Philippe Pelletier. Il y avait la perspective de recruter une chercheuse du CNRS qui est venue nous rejoindre, Kulumi Sugita, de recruter aussi des juristes qui nous ont rejoints plus tard. Et puis, nous avions pleinement conscience que si on présentait le projet devant la section 33, il serait rejeté. Donc nous sommes abstenus. Il n'en reste pas moins que la section 33 s'est auto-saisie du projet, c'est important de le noter. Elle a donc évalué ce projet alors qu'on ne lui avait pas demandé, et elle a rendu bien sûr un avis défavorable. Bon, ça n'a pas compté puisque les 2 sections, 36 et 39, ont rendu un avis favorable, et le 1er janvier 1993, l'UMR, Institut d'Asie orientale, 5062, c'était son numéro, a été officiellement créé. Ce n'était toutefois pas la fin de nos déboires, parce que la création de l'UMR ne résolvait pas tous les problèmes, en particulier dans la politique menée par le département SHS, il y avait le fait de créer des fléchages sur les postes pour que les sections, notamment la section 33, recrutent des spécialistes de l'Asie orientale contemporaine. Et donc, en 93, en 94, et dans les années qui ont suivi, plusieurs postes ont été fléchés de cette nature. Et la section 33 a procédé à des recrutements qui, systématiquement, ne répondaient pas au profil scientifique de l'Institut et à son projet scientifique. Le premier chercheur recruté sur ce profil a été Nicolas Fievé, qui est actuellement directeur de l'EFEO, quelqu'un d'extrêmement compétent, très bon scientifique. Mais Nicolas avait travaillé sur le Japon médiéval. Ça ne correspondait pas du tout au profil de l'Institut. Alors certes, il travaillait sur Kyoto, sur une ville dont on a pu trouver une accroche suffisante pour qu'il s'intègre, et il s'est très bien intégré à l'Institut, même si, in fine, il a souhaité rejoindre un peu plus tard un centre de recherche qui correspondait mieux à sa période de référence. Mais c'est exactement la logique, je crois, que la section 33 de l'époque avait suivi. Recruter des chercheurs dont elle savait qu'ils quitteraient l'IAO et qu'ils rejoindraient Paris un petit peu plus tard. La deuxième chercheuse recrutée, qui est devenue directrice de recherche au CNRS, est Sabine Trévin-Jacques, une spécialiste des Ouïghours, ethnomusicologue, quelqu'un de très très bien là aussi, et dont le programme scientifique n'entrait absolument pas dans les axes. C'était très difficile, c'était artificiel. Et donc là on voit combien la démarche a consisté à recruter une personne qui ne correspondait pas et qui assez vite d'ailleurs a rejoint son laboratoire d'origine à Paris sans jamais s'être installé à Lyon. Les recrutements suivants ont été intéressants.
le recrutement suivant était celui de Guy Faure. Guy Faure n'est absolument pas un historien, c'est un spécialiste de sciences politiques. Et il était recruté par la section 33 en pensant que c'est quelqu'un qui ferait contrepoids à ma personne au sein de l'Institut. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé me faire contrepoids, mais Guy Faure s'est avéré en fait quelqu'un de non seulement d'extrêmement charmant et un très bon joueur d'équipe en quelque sorte, et il travaillait sur le Japon contemporain, et son intégration à l'Institut non seulement s'est faite très très bien, mais Guy est resté à l'Institut et s'est installé à Lyon jusqu'au moment où il est parti lui-même à l'étranger. Et enfin, le quatrième recrutement important a été celui de Jérôme Bourgon, recruté en 1996 et qui a fait le choix, dont il a dû se repentir d'ailleurs, de ne pas venir immédiatement, mais de partir à Hong Kong. C'était exceptionnel pour quelqu'un qui était un chercheur stagiaire, en quelque sorte. Ça s'est assez mal passé, son expérience au Centre français d'études chinoises. Il est revenu et au bout du compte, il nous a rejoints effectivement, il s'est installé à Lyon et il a été certainement un des piliers du développement de la recherche au sein de l'Institut d'Asie orientale dans son domaine qui était l'histoire du droit. Donc on voit un certain nombre de difficultés dans cette politique de recrutement et de ce point de vue, la direction du CNRS n'a pas nécessairement donné tout l'appui nécessaire pour poursuivre cette expérience. Les fléchages ont fini par disparaître et c'est devenu très difficile de recruter des chercheurs après le recrutement de Jérôme Bourgon. Mais le pire n'était pas encore venu. Le pire, c'est lorsque l'équipe d'Alain Diribarne a été renversée. C'était dans les pratiques de l'époque, lorsqu'il y avait un changement politique au niveau du gouvernement. L'équipe SHS était débarquée et une autre prenait sa place. En l'occurrence, c'est André Caspi qui a pris la direction du département SHS. Et André Caspi, que je ne connaissais pas et qui certainement ne me connaissait pas, malgré tout, a eu une oreille en quelque sorte complaisante à l'égard de la communauté orientaliste parisienne, de la section 33. Et cette fois, il a pris un certain nombre de décisions qui, cette fois, menaçaient véritablement la poursuite de l'expérience ainsi des orientales. Alain de Lyssen avait été recruté en 1994. Alain de Lyssen est devenu directeur d'études à l'EHESS, un éminent historien de la Corée. Et en 1994, il devait être affecté à l'Institut des orientales. Or, André Caspi a pris la décision de l'affecter à Paris. Ensuite, nous avions deux autres personnes très importantes. En section 36, deux postes avaient été fléchés pour permettre de promouvoir deux chercheurs, Jean-Pierre Cabestan et Éric Sesley, le premier spécialiste du droit chinois, le second spécialiste du droit japonais, qui ont eu cette possibilité extraordinaire, finalement, d'avoir des postes faits pour eux, puisqu'on avait fléché deux directions de recherche avec l'accord et l'appui de la section 36, et ils ont été tous les deux promus, avec une affectation à l'Institut d'Asie orientale. La direction du département SHS, en réalité, avait pris la décision non seulement d'affecter Alain de Lyssen à Paris, mais même de réaffecter ces deux chercheurs nouvellement promus directeurs de recherche dans des unités parisiennes. Et là, c'était effectivement un coup dur porté à l'Institut, puisqu'on voyait qu'on ne pouvait plus recruter de nouveaux chercheurs, mais en plus, on nous dépouillait en quelque sorte de ceux qui avaient souhaité nous rejoindre. J'ai compris à partir de ce moment-là que rester sur le terrain strictement scientifique ne permettrait pas de protéger et de soutenir l'Institut. J'ai donc changé de registre et c'est une chose que sans doute les collègues parisiens n'ont pas mesurée, mais il existait à Lyon, en Rhône-Alpes, un certain nombre de personnages, de personnalités politiques qui avaient appuyé fortement l'initiative de création de l'Institut.
Et j'ai choisi, à travers une connaissance commune, de me tourner vers Raymond Barre, ancien Premier ministre, député du Rhône à cette époque-là, pour lui expliquer la situation et lui dire que si rien n'était fait, ce projet d'Institut d'Asie orientale allait, au bout du compte, péricliter et sans doute disparaître. Raymond Barre avait une vision pour Lyon. Sans doute, il était aussi lui-même un scientifique, il avait été professeur d'Institut d'études politiques. Il a compris l'enjeu, il était très soucieux de la dimension internationale de Lyon. Il avait lui-même un intérêt pour la Chine, il s'était rendu, et il avait un intérêt tout particulier. Il a été celui qui a jumelé la ville de Lyon à la ville de Canton. Et grâce à l'entremise de Raymond Barre, en fait, j'ai pu accéder au cabinet du ministre de cette époque, qui était François Fillon. À l'issue de cette rencontre, eh bien, les mesures d'hostilité ont été suspendues et ont finalement disparu. Et à partir de ce moment-là, l'Institut d'Asie orientale a poursuivi sa voie comme tout autre institut, en faisant de la recherche, en faisant des rapports, en étant évalué, en faisant la démonstration qu'il avait la capacité à porter le projet scientifique dans lequel il s'était engagé. Je raconte cette histoire parce que, à la réflexion, c'est extrêmement violent en réalité. Et il n'y avait aucune raison à cela. Au fond, la vision qui avait prévalu chez les collègues qui se sont montrés aussi hostiles à la création de l'Institut était tout simplement une vision de jeu à somme nulle. Ils considéraient que si un institut était créé en région, il y aurait moins de moyens, moins de postes pour les unités parisiennes. C'était aussi simple que ça, en dehors des considérations sur l'orientalisme et les études contemporaines. J'ai rencontré un certain nombre de ces personnages à l'époque. J'ai rencontré Léon Vandermesch qui m'ont dit très clairement que c'était leur souci principal. Je crois qu'il est important de raconter cette histoire, y compris dans ses aspects les moins glorieux, non pas pour solder les comptes, parce que ce n'est pas mon esprit. Comme je l'ai dit, l'Institut d'Asie orientale a 30 ans, il a donc survécu à ces péripéties, il a vécu, et il vit encore, et c'est tant mieux. C'est important de le raconter parce que c'est une expérience, c'est quelque chose que j'ai vécu comme étant d'une extrême violence de la part de mes pères, en quelque sorte, de pères plus âgés, mais qui au fond ont agi d'une manière qui n'était pas justifiée, que j'ai toujours considéré comme non méritée, puisqu'au fond, le seul crime que l'on pouvait m'imputer, c'est de porter un projet pour développer la recherche sur l'Asie contemporaine à Lyon. Il n'y avait pas d'autre enjeu. C'était même pas un enjeu personnel. C'était vraiment un enjeu scientifique, intellectuel, qui reste d'actualité. À la réflexion, je crois qu'il y a deux choses qui m'ont permis d'avancer, malgré ces difficultés. La première, c'était que j'avais 37 ans. Et je me suis dit que j'avais encore devant moi 30 ans de carrière. Donc 30 ans où j'allais pouvoir poursuivre mes activités, certes poursuivre ce travail de développement de l'Institut, mais plus largement développer les études sur l'Asie contemporaine, sur la Chine contemporaine, dans l'université française et à ce moment-là, évidemment, à Lyon en particulier. La deuxième, c'est, je crois que j'ai eu la chance de naître dans une famille de combattants, dans tous les sens du terme, 3 générations, et qu'au fond, je me suis toujours dit que ce que je vivais là, les épreuves que je rencontrais, n'étaient vraiment pas grand-chose au regard de ce que mes prédécesseurs avaient vécu, et qu'au contraire, il fallait s'inspirer de cet exemple pour ne jamais rien lâcher, ne jamais abandonner, de rester fidèle à ses convictions, certainement rester fidèle à ses amis, et rester fidèle à ceux
qui avaient fait le choix de s'engager dans ce projet collectif qui vit encore et auquel je souhaite encore eh bien, une longue vie. Voilà.